Bienvenue à tous, merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, on va essayer de dresser un petit peu un panorama entre guillemets actuel de- des chiffres. Je suis désolé, nous on fait des chiffres. Donc, voilà, on va essayer d'attaquer sur ça et puis de donner quelques lectures, de ce que euh, des réformes en cours, même si aujourd'hui on est bien incapable de savoir ce qui va se passer la semaine prochaine. Donc, voilà. En tout cas, on va essayer déjà de donner, en fonction des premières pistes qu'on entend, les impacts en fait que ça pourrait avoir. Donc, je vais aller un petit peu vite. On va parler rapidement du cabinet et puis vous présenter un peu notre actualité. Les statistiques régionales. Il y a déjà des personnes qui étaient là en fait en avril-mai, donc en fait on a déjà présenté les statistiques 2024, donc j'irai un peu vite, mais j'en donnerai les plus grandes lignes. Les chiffres d'affaires 2025, donc faire un petit point quand même sur la marge et puis l'activité, là arrêtée au 31 août, donc ça donne quand même un petit peu une tendance de l'exercice qui est en cours. Et ensuite on parlera de la réforme des remises génériques, même si on a un peu l'impression qu'en ce moment, on met tout sur la table et puis on verra bien ce qui va en ressortir. Donc, en tout cas, les éléments qu'on avait à notre possession, on verra un petit peu pour donner des premières clés de lecture. N'hésitez pas, si jamais effectivement il y a de l'interaction à avoir, des questions, ça rendra la présentation d'autant plus sympathique. Ouais, tu as touché un truc. C'est Mathieu. Donc Mathieu Desquien, notre jeunes associés, t'as tout cassé. Non, j'ai rien fait. Hop. Parfait. Ah bah, c'était bien. Ah. Donc, je vais avoir le plaisir de présenter avec Louis Martins et puis Mathieu, donc tu peux effectivement te lever. Mathieu qui est expert comptable stagiaire et qui est nouvellement associé au cabinet et qui participera aussi un petit peu en toute fin à la présentation. Donc aujourd'hui, en fait, on est 12 associés. Donc Jean-Adrien en fait Aubrin qui n'est pas là, Sévan en fait qui est ici et qui après avoir longtemps travaillé à mes côtés maintenant est pleinement en fait associé, notamment très présent sur les nouvelles installations. Maxime Sarletta, nos associés qui ne fait pas de pharmacie, donc il n'est pas là ce soir. Bénédicte Fromont, qui est effectivement au fond en train de boire un verre. Philippe Leblanc, qui est au fond en train de boire de l'eau. Philippe Maillet, effectivement, qui est ici. Jérémy Malvet, qui ne fait pas de pharmacie. Et Benjamin Tessier et Lina Willard, qui sont avocats et qui sont associés avec nous. Et voilà. Donc, rapidement, on fait toujours partie du groupement, il n'y a rien de nouveau. On fait partie d'un groupement qui s'appelle CGP, qui est un groupement d'experts comptables spécialisés dans la pharmacie. Ça nous permet d'avoir, comme vous avez des groupements, nous aussi, on a des groupements qui nous permettent d'avoir plus d'infos, plus de services, plus de moyens pour effectivement apporter à nos clients un maximum de contenu. Je vais vous passer quelques photos pour avoir cette magnifique photo du bureau de CGP. Donc, on est 40 cabinets, 15 cabinets, mais sur 40 implantations, et on accompagne 3200 pharmacies. Sur ces 3200 pharmacies, donc on est 12 cabinets en métropole, et on a aussi les dom-tom. Donc, voilà, on essaye de sortir des statistiques importantes. Sur l'organisation du groupement, moi j'ai le privilège d'être président du groupement depuis septembre l'année dernière, et puis avec des gens de Marseille, de Rennes, de Caen et de Lyon, et puis de Lille, puisque j'ai aussi Louis Martins qui est au bureau de CGP, qui m'accompagne dans cette aventure. L'avantage en fait de CGP, c'est comme vous en fait de pouvoir
acheter en commun ou effectivement d'être plus fort en fait ensemble avec des offres de services que vous ne sauriez pas faire tout seul. Bah, nous, en fait, on fait pareil. Hein, et donc, on a notamment des outils statistiques nationaux qui sont effectivement importants puis qui nous permettent d'échanger, notamment avec la profession. Hein. C'est vrai qu'on était ici à Pharmagora. J'ai animé en septembre les journées de l'économie de l'officine en fait avec les syndicats, avec l'ordre. Ça donne aujourd'hui, on a l'échantillon de pharmacie le plus représentatif au niveau national. Donc aujourd'hui, les stats qu'on va décliner, c'est plutôt les statistiques régionales, parce que ce qui nous importe, c'est quand même nous sur notre territoire, mais il n'y a pas de grosse disparité entre les statistiques régionales et les statistiques nationales. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on essaye d'apporter un maximum de services à nos clients. Et donc, on a développé un outil statistique qui s'appelle ViewPharma. Très honnêtement, certains l'utilisent, certains ne l'utilisent pas. En tout cas, au moins, il existe. Et même si vous, clients pharmaciens, vous ne l'ouvrez pas régulièrement, quand en fait vous appelez éventuellement votre expert comptable pour faire un point sur la trésorerie, sur l'investissement, sur une embauche, on a en temps réel des données pour nous permettre en fait de vous répondre sans forcément devoir attendre de faire une situation ou un bilan. Et donc ça, c'est quand même en fait des éléments qui sont aujourd'hui importants. Maintenant, on est bien conscient que vous êtes noyé dans l'information, je veux dire, entre votre LGO, votre groupement, Pharmastat, Osfarm et d'autres, en fait, on a des données de partout. Donc le pharmacien faut faire son chiffre d'affaires, globalement. Mais il y a quand même d'autres choses à regarder. Donc on essaye effectivement d'apporter ces clés de lecture. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, certains étaient déjà effectivement en avril-mai sur la présentation. Donc, on va faire une première partie sur l'année 2024, sur nos statistiques, globalement, sur l'échantillon en fait, du cabinet. Donc, nous, ici au cabinet, on accompagne 410 pharmacies. Et l'échantillon qu'il y a ici, c'est 323 pharmacies. Parce que déjà, on accompagne des pharmacies qui sont hors région. Et puis ensuite, après, on élimine de l'échantillon toutes les pharmacies qui ont été reprises ou vendues sur l'exercice, ou qui ont un exercice court, un exercice long, un transfert. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a un échantillon qui est légèrement plus petit que les pharmacies qu'on accompagne, avec globalement une répartition qui est assez homogène, sauf qu'on est de moins en moins présent dans les centres co, puisque dans les centres co, il y a de plus en plus de pharmacies qui font 10 millions et qui ne sont plus indépendantes. Donc globalement, ces pharmacies-là, on ne les accompagne plus. En tout cas, on les accompagne peu. Par rapport en fait à l'échantillon statistique de nos officines, on a un quart de nos pharmacies qui fait moins d'1,5 million, avec on va distinguer 25% effectivement avec 5% de moins d'1 million et 20% entre 1 million et 1,5 million. Et on a quand même 34% de nos officines qui font plus de 2,5 millions. En moyenne, on accompagne plutôt des pharmacies qui ont une taille supérieure à l'échantillon. Ça veut pas, on accompagne bien évidemment tout le monde, mais l'échantillon est légèrement plus important que l'échantillon Hauts-de-France. Alors, sur l'exercice 2024, on a une progression de 3,75%. On a globalement ici une année de 10 ans dans lesquelles on a fait plus 1, qui était à peu de choses près une augmentation d'activité, mais l'instauration des génériques, donc du coup, effectivement, des prix un petit peu plus bas. Ce qu'on observe depuis 2020, c'est le contraire. C'est une augmentation des prix, en fait, avec les produits chers, et puis la période Covid. Donc, 3,75% qu'on retrouve, en fait, ici, et qui est une progression qui est beaucoup tirée par donc on retrouve ici 2 177 000, donc ça, c'est le chiffre d'affaires moyen des officines de l'échantillon, avec des ventes en fait 1 887 000 qui sont en forte progression, alors qu'en fait les autres lignes ne sont pas effectivement en
progression, notamment on regarde les honoraires de dispensation qui mesurent vraiment le volume délivré en fait par les clients. En fait, en moyenne, le volume délivré il stagne, voire il baisse légèrement. Hein, c'est ce qu'on verra. Et donc, dans le chiffre d'affaires, cette progression de 3,75%, elle est portée principalement en fait, par une progression à 2,10. Alors, je dis principalement, mais pas que. Hein, une progression à 2,10. Et cette progression à 2,10, comme on a vu que les honoraires de dispensation ne bougeaient pas, hein, on a fait plus de chiffres avec les mêmes prescriptions, donc qui sont liés quasi exclusivement en fait, à des produits chers. Maintenant, ça serait réducteur de dire que la totalité de la progression est liée aux produits chers. Pourquoi? Parce qu'au final, je paie quand même 2,30% à 5,5, qui historiquement a porté quand même une croissance importante sur les 5 dernières années. Et c'est pareil en fait en TVA à 20, où j'enchaîne quand même 2 années de progression. Alors, est-ce que je vends beaucoup plus de para que l'année dernière? Non. Hein, globalement, c'est à peu près la même chose. Maintenant, dans la TVA à 20, j'ai tout ce qui est LPP, ce qui est pansement, compresse, et autres qui tirent un petit peu ce chiffre d'affaires-là. Et le problème, c'est que sur le 5,5, aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué de faire parler des chiffres, parce que dans le 5,5, vous avez à la fois de l'aroma, phyto, de la complément alimentaire, de la diététique, et puis à la fois, en fait, on va avoir de la glycémie, certains dispositifs médicaux. Donc, à terme, on amènera nos présentations à scinder, en fait, à travers nos taux de TVA, plutôt par famille. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on dit votre marge à 5,5, elle baisse, bon, en fait, une fois qu'on a dit ça, on dit oui, bon, voilà, vous avez un peu moins de marge. En fait, là-dedans, dans le 5,5, il y a notamment tout ce qui est capteur freestyle sur la glycémie, dans lesquels, en fait, on a 3% de marge, 4% de marge, en fait, sur 40 €. Donc, en fait, forcément, ceux qui ont une population diabétique importante, ils sont hyper impactés sur la marge à 5,5. Et aujourd'hui, nous, FCC, avec les données qu'on sort de votre LGO, on n'a pas cette information, en fait, là, de vous êtes capable de vous dire que là où vous avez la main, vous avez une marge qui est bonne, mais là où vous n'avez pas la main, vous avez la marge je ne vais pas dire qu'on vous donne, mais la marge que vous pouvez prendre. Hein. Donc, 3,75%, mais ce qui est important au-delà de ce chiffre d'affaires-là, c'est de se poser les quelques questions, et puis ce qui est important au-delà du chiffre, c'est la marge. Hein. Donc, on va y venir en fait après. Dans les choses qui vont impacter, et qui impactent en fait tous les ans, hein, on voit ici, on a la courbe d'évolution du panier moyen des médicaments en fait en France. Bon, c'est sûr que quand on voit ça, on n'est quand même pas surpris qu'il y ait des ruptures. Hein, on a en fait tous les ans en fait un prix du médicament qui baisse. Et cette année, 2025, ça va être particulièrement saignant. Hein, vous avez des baisses de prix qui sont hyper significatives. Et donc c'est vrai que ça fait un mois qu'on parle beaucoup du plafonnement des remises génériques avec des paniers. Bien évidemment, on parle aussi de la baisse de prix, sauf qu'en fait, aujourd'hui, on est incapable de dire quelle va être finalement la perte de marge liée à la baisse de prix qu'on est en train d'avoir en ce moment. Mais sans grande... voilà, sans nous avancer, parce que encore une fois, on n'est pas capable de le dire. Aujourd'hui, les baisses de prix, en fait, elles auront des impacts sur les remises, elles auront des impacts sur le niveau de marge. Et donc, en 2025, on aura plus que 2,25% en moyenne de baisse de prix. Il y a quand même des augmentations, des baisses qui sont significatives. Tout ça mêlé avec une augmentation des produits chers. Donc, et c'est pour ça qu'en fait, quand aujourd'hui on dit un chiffre qui fait plus 3, en fait, aujourd'hui, on a à la fois une baisse de prix là où on a de la marge et on a une augmentation de chiffre là où on n'en a pas. Donc, c'est quand même en fait une équation qui est compliquée. Donc, il faut que que vous soyez en mesure d'apprécier quand même l'évolution de votre marge. Alors, les LGO l'approchent, vous avez des éléments. En tout cas, on doit travailler en fait ensemble pour que vous soyez capable de dire, ok, au-delà de j'ai fait un bel été parce que j'ai fait 10% de plus, est-ce que réellement en fait j'ai dégagé de la marge en fait complémentaire, quoi. Donc, certains ont déjà un peu d'informations là-dessus, mais d'autres pas du tout. Et c'est vrai que quand postérieurement, en fait, on arrive avec notre bilan ou notre situation, de temps en temps, c'est un peu déceptif parce que le pharmacien a l'impression d'avoir
progresser. Et puis, nous, on dit, ouais, en marge, tu as fait plus 0,5. Donc, c'est vrai que des fois, c'est un peu... on a le mauvais rôle, alors que, bon, nous, personnellement, on n'y peut rien. 42,13%. Donc, c'est-à-dire que sur 1000 euros de chiffre d'affaires à 2,10, il y a 420 euros de produits chers. Donc, c'est pas grave en soi. C'est juste que si on se projette soit en termes d'acquisition ou de vente, il faut être conscient en fait de sa part de produits chers et de se dire bon voilà, je fais pas l'autruche sur cette part-là. Si mon chiffre d'affaires montre que ma tranche 4 et 5 de ma MDL c'est 60%, bon c'est que manifestement vous avez des produits chers en excédent par rapport à la moyenne et que ça nécessite d'être traité. Sur l'évolution du chiffre, malheureusement, les années se suivent et se ressemblent, et ça ne veut pas dire que toutes les officines ont la même trajectoire, mais les moyennes sont ce qu'elles sont. Aujourd'hui, en fait, sur l'échantillon où on est à plus 3,75 en moyenne, on est à moins 2% sur les officines de moins d'1 million. C'est-à-dire que on a une amplification du phénomène. Plus on est gros, plus on progresse, plus on est petit, plus on a du mal en fait à progresser. Et on voit, même si c'est pas forcément parlant, que même cette progression ici, elle est moins importante que celle-là. Et donc, il y a une prime à la taille au niveau de l'activité, liée aux nouveaux services, liée à l'équipe, liée aux locaux, liée en fait à la capacité de l'officine à répondre en fait aux nouvelles missions. Donc, on a une attention quand même toute particulière à cette officine-là et un peu sur celle-là, parce qu'en fait, le curseur s'est un peu déplacé. Avant, on avait les petites officines qui étaient moins d'1 million. Aujourd'hui, une officine d'1,2 million, 1,3 million qui a 400 000 euros de produits chers, c'est l'équivalent de l'officine de 900 000 euros il y a 3-4 ans. Donc, il faut regarder là, bien évidemment, toutes les officines, elles peuvent avoir une très bonne rentabilité. La question, c'est quel est le projet, quel est le prix. En fait, quand on est en fait en activité, il n'y a aucune raison, entre guillemets, que ça soit problématique. En fait, la question, c'est plutôt l'avenir et le projet qu'on met derrière ces officines-là le jour où elles sont en vente, puisque les acquéreurs, ça fait des années qu'ils voient ça, et puis qu'ils se disent, voilà, moi, en fait, quelle est mon optique d'acheter, en fait, ici, sauf si on achète vraiment pas cher, qu'on a un projet, qu'on a des travaux, qu'on a des transferts, qu'on a des médecins, donc, ou en tout cas qu'on espère pouvoir en attirer. Je passe sur les honoraires de dispensation, il n'y a rien de particulier. Pour arriver à la marge, aujourd'hui, en fait, quand on parle de marge, avant, on disait tu as une bonne marge, tu as 32%, ou tu as 31,5%. Aujourd'hui, en fait, ça n'a plus aucune valeur, dans la mesure où, en fait, ce qui est important, c'est la marge en fait, qui va être dégagée en euros. Et aujourd'hui, quand on regarde sur l'échantillon du cabinet, la marge en euros, elle est à 612 000 euros, c'est-à-dire que, hormis, on va enlever la période Covid de 2022, la marge des officines n'a cessé d'augmenter. 524 000, 533, 535, 548, 552, 590, je relève un peu le Covid, et on a globalement la même marge que l'année dernière. Et on verra après pourquoi en fait on a un peu plus de problèmes de trésor, pourquoi en fait aujourd'hui c'est un peu plus compliqué. C'est que le problème il vient pas forcément de la marge, c'est que la marge elle n'augmente pas assez vite pour en fait faire face en fait à l'augmentation des frais. Plus de frais généraux, plus de frais de personnel, une main-d'œuvre qui coûte plus cher, des coefs qui ont été revus en fait à la hausse, et on va voir et on va additionner ça, qui fait que quand on fait la même marge que l'année dernière dans une période qui a été plutôt inflationniste, en fait, en vrai, il aurait fallu que la rémunération du pharmacien elle suive l'inflation. Et donc, on aurait dû avoir une augmentation plus importante que ça. Maintenant, qu'on dise aujourd'hui la marge moyenne, c'est 28,13, 27,5, 25 ou 34, on s'en fout. Le principal, c'est est-ce que moi, demain,
je dégage en fait en euros ça. Si jamais j'ai 1 million d'euros de chiffre d'affaires de plus, mais que ma marge reste en fait inchangée, mon taux va varier, mais pas mon euro. Hein, puis on vit avec des euros, et puis pas avec un pourcentage. Donc, quelle est l'information qui est là-dedans? C'est les honoraires de dispensation, c'est quand même certainement un des meilleurs indicateurs de votre activité. Et celui-là, il est en légère progression là, mais on va voir en fait que sur 2025, on est un petit peu en retrait. Et malgré tout, il n'y a pas de catastrophe en fait sur la marge. Hein. On est en fait sur une marge qui reste cohérente. Hein. Mais là où on va avoir, je passe parce qu'il y a des choses qui sont là à redondance. Là où on va avoir des augmentations, c'est qu'en fait, avant, on disait, les frais de personnel, c'est entre 10,5 et 11% du chiffre d'affaires. En fait, on est toujours en fait entre 10,5 et 11, c'est-à-dire qu'on est à 10,77. Et c'est pareil que l'année dernière, sauf qu'en fait, ça représente 38% de la marge contre 36,5 l'année dernière. C'est-à-dire qu'en fait, exprimé par rapport aux chiffres qui augmentent, aujourd'hui, en fait, le rapport aux chiffres, il est biaisé parce que dans le chiffre, il y a de plus en plus de produits chers. Donc, ce qui est important, c'est maintenant de raisonner par rapport à la marge. Hein, et quand on avait 36,5%, les frais de personnel ont augmenté 36,5% et qu'aujourd'hui, elles représentent 38,29 et peut-être l'année prochaine 40, forcément, quand on gagne 100, il y a 40 qui passent en frais de personnel, le reste en fait en frais généraux, un peu de rémunération, puis ce qui reste, c'est l'EBE. Hein, mais cet EBE-là, forcément, il est un peu contraint parce que si ma marge ne bouge pas et que mes frais augmentent, il se passe un petit peu les choses qu'on va effectivement évoquer juste après. Donc l'EBE, je ne vais pas vous expliquer. Normalement, vous avez un expert comptable qui regarde ça avec vous tous les ans. L'EBE, ça mesure la capacité de la pharmacie à produire en fait de manière annuelle, quel que soit son endettement, quel que soit l'arrêt en fait du titulaire. Voilà, ça permet de comparer des officines en fait les unes avec les autres. Et donc, c'est important d'avoir ça, même quand on est dans une petite cession, parce qu'en fait, on n'achète pas le BE d'un vendeur. Hein. Ce qui est important, c'est le BE de l'acquéreur, c'est éventuellement quel frais personnel je vais avoir, quelle marge je vais avoir. Et aujourd'hui, cette BE-là, si on l'exprime par rapport au pourcentage, forcément, il ne fait que baisser, parce qu'on a un EBE qui est un peu contraint, donc une rentabilité qui est un peu en baisse, et on a un chiffre d'affaires qui ne fait que augmenter. Donc forcément, en pourcentage, c'est pas bon. Donc aujourd'hui, il faut changer de disque dur et vraiment raisonner en euros. Hein. Et donc aujourd'hui, on ne pourra pas dire oh non, mais moi, en fait, je fais 11% de BE. Ça ne veut plus rien dire. Ce qui est important, c'est les 208 000 euros que je dégage. Maintenant, est-ce que ces 208 000 euros sont en augmentation? Non. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la rentabilité, pour quand même une des premières fois depuis, en fait, quand même pas mal de temps, puisque je pense que c'est la première fois hors Covid, où 208 000 euros, on retrouve un peu le BE de 2016. Hein. On a fait 206, 213, 214, 213, 222, 225. Donc aujourd'hui, on a quand même un tassement de la rentabilité. Et ce tassement-là, je passe sur ça parce que voilà, ce tassement-là, ici, en fait, on retrouve le compte de résultat moyen 2024, le résultat moyen 2023, donc nos 208 000 euros par rapport aux 227 000. Donc j'ai perdu 17 000 euros de BE, alors que ma marge, elle a perdu que 0,38%. En fait, ma marge, en fait, souvent, en fait, en ce moment, on présente, on dit bon, l'activité c'est à peu près flat, et en fait, au niveau de la marge, bon, si c'est bien, c'est plus 1, si c'est moins bien, on dit c'est moins 1, mais globalement, on a une marge qui, sauf cas particulier, est assez stable. Le problème, c'est qu'on prend 5 000 euros sur les frais généraux et on prend 10 000 euros sur les frais personnels. Les frais personnels moyens,
c'était 10,71 et 10,77. Donc, en fait, on a l'impression que c'est pareil. Sauf qu'en fait, là-dedans, c'est des produits chers. En euros, je suis passé de 224 000 à 234 000. Et c'est 4,3% d'augmentation. Forcément, en fait, il pèse. Et malheureusement, encore une fois, des fois, on a un peu le mauvais rôle parce qu'on vous dit vous avez trop de frais de personnel. Et le sujet, c'est que quand vous avez un remboursement d'emprunt qui est collé un peu sur un niveau d'EBE et que cette EBE baisse, si je ne peux pas agir sur ma marge, je n'ai pas 50 leviers. Mes frais généraux, 4 900 €, qu'est-ce qui a augmenté là-dedans? Mon assurance, mon informatique, mon loyer, mon comptable très peu, mais on ne sait jamais, mon groupement, éventuellement des étiquettes électroniques, éventuellement un robot, éventuellement en fait de l'informatisation. Aujourd'hui, les logiciels en fait coûtent un peu plus cher. Donc, est-ce que ce poste-là est-ce que en fait il y a beaucoup de frais qu'on peut compacter? On peut en compacter un peu parce qu'il y a toujours un petit peu de choses dans les frais qu'on peut toucher. Mais est-ce qu'on arrivera à contraindre réellement les frais généraux? Franchement, pas des tonnes. Donc, la seule ligne d'ajustement, c'est votre M et les frais de personnel. Donc, en fait, bien évidemment, on peut restructurer l'emprunt, on peut faire plein de choses. Quand on n'a plus d'emprunt, une activité qui dégage 10% de BE tous les ans, est-ce que c'est une mauvaise activité? Non. Je veux dire, le problème, il n'est pas sur la rentabilité de l'officine. C'est un peu moins rentable que l'année dernière, mais ça reste en fait profitable. La question, c'est, pour certains d'entre vous, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, mais éventuellement qui sont vendeurs ou acquéreurs, c'est de se poser la question de moi, j'emprunte sur 12 ans, quel est le prix de l'outil? Parce que je ne peux pas dire, bon, ok, ça fait 207 000 € de BE, je vais faire ça pendant 12 ans, donc en fait, ça vaut 1,4 million ou 2 millions. Aujourd'hui, est-ce que je veux faire 207 000 € de BE l'année dernière, l'année prochaine, et l'année prochaine, et l'année prochaine, et l'année prochaine? Bon, c'est aussi quelle marge de manœuvre en fait on prend dans les budgets compte tenu de ça. Et donc, je suis désolé, j'essaie d'être sympa, mais il y a quand même des flèches rouges. C'est mon EBE 24 par rapport à mon EBE 23, quel que soit l'endroit où quelle que soit la taille de mon officine, j'ai baissé en EBE. Maintenant, j'ai perdu sur une pharmacie de 4 millions 30 000 € de BE et j'ai perdu sur une pharmacie d'1 million 20 000 € de BE. Mais 20 000 € de BE sur une pharmacie qui en faisait 60 de BE, c'est pas pareil que de perdre 30 millions d'euros sur une pharmacie qui fait 500 millions d'euros de 500 000 euros de BE. Et c'est là que le sujet, forcément, que là, cette baisse-là, elle est difficile. Et on voit qu'aujourd'hui, quand on projette les remises génériques, les baisses de prix, la difficulté à faire l'émission sur des officines comme ça, on a de temps en temps un petit peu de difficulté. C'est pour ça qu'il faut trouver, en fait les solutions qui sont adaptées. Alors ici, on a remis un petit peu le solde intermédiaire de gestion, c'est-à-dire un petit peu les données de marge. Donc on retrouve nos 612 000 € par rapport aux 614 000, avec les postes de frais en fait en pourcentage de la marge. Et c'est là qu'on a effectivement nos 38% de frais de personnel et un EBE qui représente un tiers. Il n'y a pas si longtemps que ça, si on avait fait la même chose, on aurait eu ici un EBE qui représente peut-être 40% de la marge, des frais de personnel un tiers, et des frais généraux à 15%. Aujourd'hui, on voit bien que les frais de personnel, et très honnêtement, de temps en temps, on dit ça serait peut-être bien regardé, mais en fait, on sait qu'il n'y a pas de marge. En fait, entre les horaires d'ouverture, les missions et autres, c'est rare les officines où on se dit il y a 2 personnes de trop. Et en général, il y a peut-être 0,3 personnes éventuellement à regarder, mais c'est facile pour nous, entre guillemets, de le faire à partir de chiffres.
en réalité, pour vous, sur les emplois du temps, c'est compliqué. Donc, on en est bien conscient. Et ce qui est sûr, c'est que ce poste-là, il est inflationniste. Hein. Alors, ça va se calmer. Hein. Louis en dira un petit mot après. Hein. Mais en tout cas, on a eu de fortes hausses pendant 3-4 ans. Donc, en synthèse, hein, je ne vais pas redire les choses qu'on a dit là. On a une marge qui est finalement, je veux dire, relativement stable hein, en 2024. On va regarder sur 2025 comment ça se profile. Mais vous avez des augmentations de charges, hein, des augmentations de coef, des augmentations de frais, qui fait qu'on a un EBE qui est un peu en retrait. Alors, sur 2025, aujourd'hui, on est à fin août. Donc, notre outil statistique ViewPharma, on l'utilise à la fois pour les bilans, mais on l'utilise en cours d'année, ce qui permet d'avoir des statistiques. Et donc là, on est arrêté à fin août. Et bon, la première chose, c'est qu'on a des variations de chiffre d'affaires régionales qui sont assez proches des nationales. Ça veut dire que globalement, on est malade au même moment et qu'on utilise a priori les médicaments au même moment, puisqu'on a une courbe qui est à peu près similaire. Dans les choses qu'on peut quand même dire, c'est que on a sorti ici un panier moyen sur les 12 derniers mois de 15,75 €, mais entre 16 et 17%, 16 et 17 € en fin d'année. On a une belle augmentation du panier moyen hors ordonnance, tiré par l'inflation, hein, tiré par les prix qui ont augmenté. Hein, mais nous, on a beaucoup en fait dit aux clients en 2023, notamment, augmentez vos prix, hein, parce que en fait, quand en fait on vendait 14 et qu'on achetait 10, ça va. Mais quand en fait on achète 12 et qu'on vend toujours 14, forcément, au bout d'un moment, la marge en fait, elle baisse. Et donc, il y a quand même eu de manière assez significative des prix qui ont été revus parce qu'il faut bien conserver sa marge. Hein. Et tout le monde a à peu près suivi le mouvement. Donc ici, on a l'activité à fin août 2025. Hein, et donc, on est à 3,61%, légèrement moins que la moyenne nationale. Qu'est-ce qui est important d'avoir sur ces 3,61? C'est ces 3,61, ils sont tirés par 5,17 à 10. Que globalement, le 5,5, le 10 et le 20, ça fait 0. Hein, 0 plus, quoi. Ce qui est quand même un peu plus inquiétant, c'est moins 2,12% d'honoraires de dispensation. C'est-à-dire que sur les 8 premiers mois de l'année, vous avez dispensé en moyenne 2,12% de boîtes de moins. Hein. Et ça, en quoi en fait c'est inquiétant, c'est que on voit l'effet par rapport au national, une désertification médicale qui est un peu plus importante dans les Hauts-de-France que dans d'autres régions qui sont plus attractives. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on voit quand même l'effet des ROSP qui sont donnés aux médecins pour qu'ils prescrivent moins. Et donc, on a moins de lignes par ordonnance, hein, donc forcément moins de lignes sur les ordos. Ça crée. Alors, c'est pas tellement les 2 000 € qu'on a perdus, c'est plus le flux de manière générale. Quand on a effectivement un peu moins d'ordos, un peu moins de lignes sur les ordos, on peut compenser par le conseil. Mais en fait, à un moment, je veux dire, on est aussi limité par la capacité et puis l'endroit dans lequel on est. Il y a des endroits dans lesquels on peut largement switcher beaucoup plus facilement que sur d'autres. Et si on prend le chiffre d'affaires à fin août, il progresse donc de 3,62, on vient de le dire, mais si en fait on retraite des produits chers, il progresse de 0,35. Donc en fait, la progression moyenne à fin août, elle est à 0,35, et on a les produits chers qui progressent de plus de 12%. Donc retraiter des produits chers, c'est pour ça que c'est important d'avoir en fait cette vision-là. On a effectivement cet impact-là.
ça pose quand même, hein, sans faire je reviens sur cette slide-là, hein, aujourd'hui, on a des fois une disparité un peu de discours entre les pouvoirs publics, les syndicats et autres et la CPM qui dit on veut absolument en fait s'appuyer sur le maillage territorial parce que les pharmacies, c'est le point de contact de santé qui est toujours ouvert et tout ça. Et à la fois des arrêtés sur les baisses de prix, sur les remises génériques, sur le fait que on ait moins de dispensations, que les honoraires pour l'instant ne sont pas revalorisés. Et donc forcément, en fait, au bout du bout, c'est un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, mais on a en tout cas, on a un tassement qu'on observe. Et les frais de personnel, ils progressent de 1,74. On sent quand même que ça a arrêté de monter. Hein. Ça a arrêté de monter, mais on a quand même pris 3 000 € sur 8 mois. Quoi, hein. Donc, on va certainement prendre 5 000 € sur 12 mois. Bon, si on a fait la même marge, dans le meilleur des cas, et on comprend avec la slide d'avant qu'on va certainement baisser un peu, c'est peut-être 5 000 € de baisse de marge et 5 000 € de baisse de frais de personnel. Donc, c'est encore un EBE qui va peut-être encore diminuer de 10 000 € hein, en moyenne sur les officines. Des fois, on n'a pas le bon rôle. Hein. Voilà. Donc, l'idée, c'était effectivement de mettre ça. Louis est beaucoup plus fun que moi, donc je pense qu'il arrivera à réchauffer l'ambiance, mais je ne suis pas sûr. De toute façon, est-ce que à ce stade, bon, il y a, voilà, est-ce que certains veulent réagir, ou est-ce que éventuellement on prendra des questions, ou est-ce que c'est clair pour vous Bon, je vous remercie, et puis on fera un petit mot de conclusion ensemble tout à l'heure. Bien, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux que je n'ai pas vus. Je ne sais pas si je vais être plus fun. On va essayer de faire en sorte que ça se passe bien, parce qu'on va continuer sur un peu ces tendances-là quand même. Je ne vais pas vous mentir. Alors désolé aussi pour ceux qui étaient là au mois de mai, il y a certaines redites qui seront faites aussi par rapport à ce qu'on a pu dire il y a 6 mois. Donc, on avait préparé des superbes slides, et puis comme aujourd'hui, le monde politique et les réformes, ça change toutes les heures, quasiment. Alors, je n'ai pas regardé depuis 1 heure qu'on a démarré, mais je crois qu'on a encore un gouvernement, et je ne crois pas qu'il y ait eu de modifications sur le monde de la pharmacie, si ce n'est, mes oreilles ont dit que les prix des médicaments, les baisses de prix, semblent être purement et simplement annulées. Alors, je n'ai pas eu les tenants et les aboutissants, je n'ai pas eu le temps de lire, car j'ai accompagné certains de vos confrères et consoeurs dans des rendez-vous, mais bon, on n'empêche que le téléphone a un peu sonné. Il y aura vraisemblablement des choses à vérifier un petit peu de notre côté, mais bon, on n'a pas eu le temps de le mettre, vous imaginez bien, dans la présentation aujourd'hui. En fait, sur la réforme déjà des génériques, qu'est-ce qui se passe effectivement à ce niveau-là? Bon, on avait un beau calendrier, on était content parce qu'on trouvait que ça était joli, hein, pas que ça nous fasse plaisir sur le fond, mais sur la forme, et on a pu l'acheter à la poubelle, puisque suite à la grève du 18 septembre et des rencontres entre Philippe Essé et Pierre-Olivier Variot, on a fait des LUSPO avec les contreparties, il y a eu en fait un arrêté qui arrêtait l'arrêté de août. Voilà, jusque-là. Et ça a été annoncé. Puis ensuite, après, on a quand même attendu patiemment que ce soit officiel. Ça a été officiel la semaine dernière. Donc, c'est évidemment une victoire à un moment donné dans les négociations, c'est évident. On avait tous fait cet exercice de style qui consistait à imaginer les impacts que ça aurait pu avoir, cette réforme-là. Il y avait un consensus globalement autour de 20-25 000 € entre les différents acteurs. Je pense aussi au GERS, je pense à Osfarm et au cabinet d'expertise comptable aussi, même si nous, à nos niveaux, on n'est évidemment pas en première ligne. Hein, pouvoir imaginer les impacts que pouvaient avoir ces remises génériqueurs impliquait de travailler en fait pharmacie par pharmacie, puisque chaque pharmacie pouvait avoir des accords potentiellement différents, groupés, pas groupés, ligne par ligne, médicament par médicament. Donc tout ça est un travail énorme. Et on a bien fait de ne pas le faire. Parce que forcément, on a travaillé en grande masse. C'est quand même, à un moment donné, l'idée d'avoir la tendance. Donc ces 20-25 000 €,
On les met évidemment un petit peu de côté. Et ce qu'ils ont mis en place actuellement, parfois c'est peut-être de changer, on est aujourd'hui sur ce calendrier-là, avec jusqu'au 7 octobre 30% en fait qui sont revenus à 40% entre le 8 octobre jusqu'à la fin de l'année, pour ensuite après rebasculer encore à 30 à partir du 1er janvier et 15% sur les remises de biosimilaires qui sont perçues par certains comme une sorte de coussin d'amortisseur et de compensateur, si je puis dire, du sujet de la baisse des remises génériques. Certains de vos confrères et consoeurs de me répondre, encore faut-il en vendre. Avoir des risques. Aujourd'hui, en fait, la situation est telle que vraisemblablement, cette nouvelle donne va impliquer quoi? Sans doute, effectivement, des baisses quand même de rentabilité. On partait de 25 000, hein, on a simplement fait un produit en croix, on va être clair, hein, pour imaginer demain ce que ça pourrait représenter au niveau des impacts dans les comptes de résultats. Et comme l'a évoqué Bastien, à un moment donné, de toute façon, ça va discuter, ça va rediscuter, et il y a encore, à mon avis, beaucoup d'encre qui va encore s'inscrire sur du papier avec des modifications et des modifications et des modifications, évidemment. D'accord? C'est un talent, on est français quand même. Donc, je pense qu'effectivement, la messe n'est pas finie. N'empêche que vous sortez de l'été avec cette information-là, donc on stresse, donc on fait quoi? On va dans les groupes WhatsApp avec nos confrères et nos consoeurs. Ah ouais, puis t'as vu, et puis ça gonfle, forcément, puisqu'on parle entre soi, et donc ça l'arsène un peu. Donc du coup, on essaie un peu de se rassurer, on regarde ce qui se passe dans le moniteur, dans le quotidien, dans la revue Pharma, et puis on regarde ce que disent les syndicats. Et puis, ça ne nous rassure pas, parce que eux, par principe, ils ont une posture, évidemment, qui, de temps en temps, en étant alarmiste, essaie de servir la profession. Et donc, on n'est pas plus rassuré. Et donc, après, on fait un rendez-vous ce soir avec son expert comptable pour essayer de trouver un petit peu des branches sur lesquelles se raccrocher dans un contexte qui est évidemment anxiogène. D'accord? Donc, de sortir de là en disant la pharmacie, c'est fini, on est mort, etc., c'est évidemment extrême. C'est la pharmacie aujourd'hui, elle est moins rentable qu'elle l'a été hier. C'est clair. Mais elle reste rentable. D'accord? Nous, tous les jeunes qui veulent s'installer, qui disent du coup, c'est fini, j'y vais pas, je ne veux pas m'installer. Non. C'est juste qu'à un moment donné, il faut s'installer au bon prix. Donc, celui qui ne s'est pas encore installé, les prix, on va en parler juste après. Aujourd'hui, les pharmacies valent moins cher qu'elles valaient hier. Celui qui est déjà installé comme vous l'êtes et qui a une certaine maturité dans le remboursement d'emprunt, bon, on a une latitude à un moment donné, une sorte d'arme ultime qui consisterait à aller voir le banquier pour lui demander en fait de réétaler son emprunt, même si on versera notre petite larme avec notre taux de 0,5% pour pouvoir ensuite avoir un taux de aujourd'hui 3,2, 3,3. D'accord? Puisqu'aujourd'hui, c'est à peu près les taux qui sont servis. Mais en tout cas, on a la latitude pour. Ceux pour lesquels c'est plus compliqué, objectivement parlant, sont ceux qui viennent de s'installer, qui sont installés avec une certaine donne, et qui aujourd'hui, la nouvelle donne fait que quand on s'est installé avec en plus un booster, avec un fort levier au niveau de l'emprunt, avec une certaine économie, et qu'aujourd'hui on dit que c'est un peu moins rentable, on ne va pas aller voir le banquier pour aller réétaler un prêt pour lequel il reste encore 11 ans ou 10 ans de remboursement. Ce n'est pas possible. Et donc, pour ces personnes-là, ce sujet-là peut être évidemment plus impactant. D'accord? Alors, sur le marché de la transaction, c'est encore très dynamique. C'est dynamique pourquoi? Parce que il y a quand même toute une génération de pharmaciens qui partent à la retraite. Alors là, on est sur des données jusqu'à 2023, mais c'est toujours vrai en cette rentrée, et ça reste dynamique. Aujourd'hui, sur nos bureaux, on a un mix entre des pharmacies qui sont assez attractives dans la vente et qui auraient sans doute été vendues en 24 heures il y a encore 2 ans, qui aujourd'hui mettent plus de temps à se vendre. C'est peut-être pas si nul que ça quand même. Aussi en fait une panoplie de pharmacies dont, mais disons les choses, l'intérêt économique est de la fermer. Et il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup dans le Nord, d'autant plus que nous, on a le tissu le plus dense avant Paris. Donc, on a beaucoup de pharmacies. Et donc, il y a un réflexe aujourd'hui qu'on fait quasiment tout le temps, c'est quand on a à un moment donné en fait un bilan, si on regarde où sont les voisins, concurrents et néanmoins confrères, et est-ce qu'à un moment donné, telle ou telle pharmacie n'a pas vocation finalement à un moment donné à être fermée. Et ça s'accélère très fortement. Donc, on est aujourd'hui sur des prix qui sont en baisse et avec une accélération de fermeture de pharmacie. Ça, c'est un prix en pourcentage de chiffre d'affaires, on le note, mais on est d'accord, hein, c'est pour faire beau. Hein. On s'en sert plus. D'accord? On s'en sert plus parce que ça n'a plus vraiment d'intérêt. Le pourcentage de chiffre d'affaires baisse évidemment parce qu'il y a l'effet de produits chers. Plus vous augmentez les produits chers, plus le pourcentage de chiffre baisse. D'accord? Et c'est pour faire plaisir à la grande minorité des anciens qui aiment bien encore raisonner en pourcentage de chiffre d'affaires. On ne s'en sert plus du tout dans la valorisation des pharmacies. Nous, ce qu'on sert, c'est quoi? C'est le PE. Et le PE en multiple, il baisse. Et il baisse encore plus avec l'impact qu'on imagine en fait de cette réforme sur les remises. Mais alors, j'allais ajouter la baisse des prix, donc maintenant je ne sais plus si je dois l'ajouter, j'en sais rien. C'est la baisse du TFR du 25 septembre. Il y a une liste de médicaments. Oui, tout à fait. Ouais. Passé au TFR au 25 septembre. C'est cette liste-là qui est exprimée. Ok. Ok, enfin moi j'ai vu le truc entre deux dans un. J'ai dit bon, faut que je regarde, mais j'ai pas le temps de regarder, très sincèrement. Donc je poserai tout ça. Donc vous aurez quand même du coup une baisse de prix. On pourrait rajouter d'ailleurs l'allocation de matériel médical. Bon, on est quand même en fait sur une ensemble de mesures qui fait qu'à un moment donné, même si à un moment donné les remises sont peut-être mises de côté pour l'instant, enfin l'impact des remises est mis de côté, n'empêche qu'on est sur des baisses de rentabilité et des baisses de prix. Donc aujourd'hui, en fait, la statistique, le multiple de BE qui est de 7,10, qui est l'indicateur phare bien évidemment, est en repli. Un autre indicateur qu'on utilise et qui vient se substituer par rapport au pourcentage de chiffre d'affaires, c'est le multiple de marge. Que vous pouvez voir par ailleurs aussi sur d'autres statistiques qui sont sorties, notamment Interfimo. Alors, les statistiques Interfimo et les multiples Interfimo, ils ont monté. Le problème, c'est que les gens, ils regardent les chiffres, ils ne regardent pas les lettres. C'est pareil, des chiffres et les lettres, je préfère les chiffres que les lettres. Mais dans le texte d'Interfimo, il vous explique pourquoi le multiple, il augmente chez eux. Il augmente pour la simple et bonne raison que les prix de vente, ils ont été stables et les EBE, ils ont baissé. Donc, mécaniquement, le multiple de BE, il augmente. Dans la tête des gens, c'est du coup, les prix augmentent, c'est super, c'est génial, les pharmacies, ça vaut plus cher. Moi, dans ma tête à moi, ce que ça veut dire, c'est que le marché, il n'a pas su, en fait, percevoir qu'il y avait des baisses de rentabilité et les prix sont maintenus. Donc, moi, je vois un côté négatif, alors que beaucoup voient le côté positif. Surtout le vendeur. C'est marrant, quand même. D'accord. Pour complément de ce que tu dis, forcément, quand on sort les stats Interfimo c'est des stats plutôt, c'est a posteriori. C'est-à-dire, donc en fait, ils constatent des prix par rapport à un EBE et aujourd'hui, en plus, pas tout à fait bon. Et quand tu dis, Louis, effectivement, le multiple de l'EBE, il baisse, je pense qu'il faut savoir lire ça sur un temps long. En fait, 2022-2023, post-Covid, il y a eu des pharmacies qui sont achetées effectivement plus chères. Il y avait des pharmacies dans lesquelles il y avait des trésoreries qui étaient pléthoriques, importantes, et qui ont aussi tiré un peu les prix vers le haut. Et on revient avec 7,10 à un multiple en fait de long terme. Je veux dire, en général, on emprunte sur 12, il faut acheter 7 fois le BE, enfin, c'est tout. C'est économiquement, c'est viable. La question, c'est de dire, le BE, en fait, on a dit tout à l'heure, il faut connaître son EBE. Et puis, si on imagine qu'on va perdre 20 000 euros de marge, il faut se dire, OK, de toute façon, vu que je vais avoir le même, je vais pas baisser mes frais parce que j'ai 20 000 euros de marge de moins, j'aurai 20 000 euros de BE de moins. Ça veut dire que sur un cas comme celui-là, en moyenne, si je perds 20 000 euros de marge, le prix de cession, il va baisser de 140 000 euros. Et 140 000 euros sur une pharmacie moyenne, c'est un 10%, pas 10% de possession, c'est ce qu'on estime. Donc aujourd'hui,
Pour quelqu'un qui cherche à s'installer, encore une fois, cette baisse de rentabilité doit se traduire dans le prix. Et vraisemblablement, les multiples de BE qu'on va avoir l'année prochaine sont plus faibles que ceux qu'on a présentés cette année. Ou les multiples de BE, en fait, les multiples de BE ne bougeront peut-être pas. C'est le BE qui va baisser. Donc, en fait, ce serait les deux. Voilà. Et donc, c'est pas grave. C'est pas grave en soi. Le seul truc, c'est de ne pas dire, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, bon, bah, le BE historique, c'est autant. Je considère que je vais gagner ça tout le temps. Donc voilà, maintenant, en fait, aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de dire, en fait, est-ce que, globalement, est-ce que je vais vendre? Ah oui, peut-être que je vais vendre 5% de plus, 5% de moins, bien évidemment, ça aura une incidence. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, si jamais toutes les réformes, en fait, elles étaient portées, en fait, au bout du bout, bah, j'ai peut-être 20 000 euros de marge sur mes génériques et 10 000 euros de marge sur ma perte de prix, sur ma baisse de prix. Et donc, si j'ai 30 000 euros de marge de moins, est-ce que ma pharmacie, parce qu'on n'est pas dans une petite de cession là aujourd'hui, on est dans une est-ce que ma pharmacie est en capacité de l'absorber? Donc, dans les cas différents et en fonction de vos histoires respectives, de votre maturité sur l'endettement, comme je disais, oui, oui, je serais capable de l'absorber. Je serais capable de l'absorber un peu, je serais capable de l'absorber si jamais je restructure mon prêt. Et voilà. Et après, il y a aussi des contextes d'officine qui disent, bah oui, je vais peut-être perdre 30, mais en fait, je suis en progression et qu'en fait, au final, je vais gommer en fait, une partie de cette baisse qui est annoncée aujourd'hui. En faisant des nouvelles missions, par exemple. Qui, sur un plan financier, on va dire pudiquement, c'est un début. On va dire comme ça. D'accord. Mais sur un plan financier, les nouvelles missions, etc., vous passez du temps dessus. Et quand la rémunération est attendue derrière, nous, ce qu'on voit au niveau des bilans, c'est compliqué. Puisqu'on n'a pas des montants qui se permettent de compenser aujourd'hui. On a 2 000, 3 000, 4 000 euros. En fait, on tourne autour de ces montants-là. Longine, cystite, entretien et autres. D'accord. Alors, c'était vrai, Bastien l'a montré tout à l'heure avec les taille au niveau des performances. C'est vrai aussi, à un moment donné, au niveau des sessions, il y a rien de nouveau là-dessus. Je vais passer parce que je pense que vous le savez. Et l'écran, d'un coup, il vient de fatiguer. Et l'écran, lui aussi, il vient de fatiguer. Ouais, donc, c'est ça de montrer des trucs comme ça. C'est sans pitié. Donc, il y a toujours, encore et toujours effectivement un prime à la taille. Les taux d'intérêt aujourd'hui, il y a une remontée des taux. Ceux qui veulent s'installer, vous êtes tous installés par définition si vous êtes là. Donc, on a aujourd'hui effectivement des taux qui sont autour de 3,2, 3,3% pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, aujourd'hui c'est ça. Donc l'inflation, effectivement, semble derrière nous pour le moment. Maintenant, soyons un petit peu vigilants là-dessus. Comme je disais, donc les fermetures, ça s'accélère. Il y a déjà des cas concrets, en fait, dans certaines zones pour lesquelles, effectivement, il y a des pharmacies qui sont en fermeture. Ça s'accélère fortement, comme je le disais tout à l'heure, et 60% des fermetures ne sont pas indemnisées. Bon, nous, on est experts comptables, on est indépendants, on est des libéraux, on est comme vous. Et globalement, c'est assez partagé par l'ensemble des experts comptables qui travaillent sur la région. Si à un moment donné, on est dans une logique de fermeture, on essaie autant que possible d'imaginer une logique indemnitaire, plein de raisons. Parce que, c'est défensif pour ceux qui vont la fermer, parce que ça évite d'avoir quelqu'un qui s'installe à vil prix, comme on dit, puisque quitte à en fait pas vendre du tout, à avoir un prix ultra faible, là, les gens préfèrent vendre à un prix ultra faible. Et donc derrière, pour les voisins, ça permet à un moment donné de pouvoir faire éventuellement une acquisition défensive. Sur un plan financier, comme on récupère la patientèle et qu'elle se répartit, même s'il y a une évaporation un petit peu, sur un plan financier, ça pose pas de difficulté. Sur un plan déontologique, on va dire, et confraternel, imaginez qu'un pharmacien puisse partir à la retraite avec une indemnité, même si elle n'est pas forcément celle qu'il avait imaginée à son départ à la retraite. Voilà, moi je trouve à titre personnel que je trouve ça bien. Et à un moment donné, ça permet, entre guillemets, à ce que tout le monde puisse être gagnant au niveau des opérations. Maintenant, c'est pas toujours le cas. Moi, j'ai déjà eu un de mes confrères qui a dit à son client non, il faut la laisser crever. Je parle plus tard. Ça me choque un peu à titre personnel, mais ça arrive. Donc, on est sur des sujets comme cela, sur certaines typologies d'officine, encore une fois,
au niveau de l'acquisition, et le maillage territorial s'en trouve un petit peu chahuté, évidemment. Évidemment, il y a un effet taille, comme je disais tout à l'heure. Oui, bien sûr. Ah, mais en fait, il y en a qui sont même post-caution, en fait, hein. C'est-à-dire que les cautions, en fait, ils sont remboursés, l'emprunt, il est fini, etc. Et donc, en fait, il n'y a plus de caution. Et puis, il dit juste, bah, j'ai une pharmacie où, je dis n'importe quoi, il imagine les vendre 600 000 euros, il n'y a personne qui l'achète parce que c'est peut-être une petite structure d'1 million de chiffre d'affaires. Et puis derrière, en fait, les voisins pourraient dire, bah tiens, si on se met d'accord, on pourrait imaginer de se mettre d'accord et de se répartir en fait 200 000 euros chacun, ou alors proposer 150 000 euros chacun, enfin, pour ensuite après permettre de fermer la structure. Et en fait, le confrère m'a dit, bah non, de toute façon, personne ne va l'acheter, il faut laisser comme ça. Et puis c'est tout. C'est la difficulté d'avoir en fait des gens constructifs en plaque ou pas. Hein. Et puis, on a fait plusieurs fermetures avec certains pharmaciens, et donc des fois on a essayé de mettre 10 pharmaciens autour de la table. Je peux vous dire qu'on l'a fait par volonté de trouver une solution pour une pharmacienne en difficulté, parce qu'en fait le temps que ça prend en fait d'harmoniser tout le monde, d'essayer de mettre tout le monde d'accord sur un prix. Voilà, quand il y a deux pharmaciens qui ferment une autre pharmacie, ils sont trois au bout, on en ferme une. En général, on essaye de trouver la bonne formule. Maintenant, quand c'est une en ville et éclatée en fait au milieu de 15 autres, il faut qu'on ait vraiment en fait des pharmaciens qui est une âme déontologique et qui souhaite entre guillemets, mettre un coup de pouce. Bien évidemment aussi de manière défensive. Hein. Il a dit oui, non, toujours, mais non, il va perdre à la paillette. C'est quand même pas tous les jours maintenant, puis il y a des typologies d'officines qui ne sont pas du tout adaptées. Je veux dire, donc on se doutait que ça allait pas être une Lafayette, mais pour autant, ça a été fait, mais c'est pas toujours évident. Et effectivement, de temps en temps, on a des gens qui disent non, mais moi je ne veux pas. Donc ça crispe un peu ceux qui avaient envie de mettre, parce qu'ils se disent bah, pourquoi moi je mettrais alors que l'autre ne met pas. Donc on dit ça un petit peu tout le temps, mais en tout cas, on essaye, nous, à notre niveau, de faire pour que le réseau se restructure avec quand c'est possible et quand c'est nécessaire. Hein. On peut faire une officine. Pas guetter le terrain. Alors, de tout ça, il y a quand même des impacts. Moi, je vais y venir tout à l'heure. Oui, c'est vrai, on imagine, il y a un consensus pour imaginer une trajectoire autour de 15 000 pharmacies dans un horizon relativement proche, entre 5 et 10 ans, vraisemblablement. Maintenant, on n'en sait rien. Ça représente un petit 20% en fait du parc de pharmacie, ce qui est évidemment pas neutre et qui fragilise le maillage territorial. Et dans ces sujets-là, les forts, ils sont toujours un peu plus forts et les faibles sont toujours un peu plus faibles. Et de là, il va avoir un vrai défi pour la profession, c'est sa capacité à pouvoir renouveler à un moment donné ses titulaires et de pouvoir accueillir les jeunes, puisque quand un jeune sort de la fac et qu'il a 30 000 euros devant lui, ce qui est déjà excellent et très bien, on a aujourd'hui des armes, des outils qui permettent de pouvoir l'aider à s'installer. Si demain on a des structures qui font plus 2 millions, mais 3 millions, 4 millions, 5 millions, 6 millions, 10 millions, ça va devenir évidemment des sujets de pouvoir, de finance pure, hein, et vous savez, là, j'ai utilisé le mot, ça y est, j'ai dit finance. Donc, bon, forcément, il y a des enjeux, en fait, potentiellement qui sont derrière. Et donc, ces pharmacies, en fait, qui ferment sont un sujet et il faut pouvoir imaginer, mais bon, c'est pas dans nos mains, des relais pour pouvoir pérenniser ce maillage. Alors, Je vois bien que la profession essaye en fait de trouver en fait des solutions. Il y a une aide pour les pharmacies en territoire fragile de 20 000 euros. De 20 000 euros pour la dernière au village qui fait moins d'1 million. Mais en fait, au final, quand on prend toutes les contraintes ARS et autres, en fait, il y a 200 pharmacies qui ont bénéficié de l'aide. Bon, c'est sûr que sur et on aura envie de dire, bah, en fait, on aide celle-là avec un taquet à 1 million. En fait, celle qui fait 1,50 million, elle n'est pas forcément plus en forme. Hein, peut-être qu'il faut lui trouver en fait des relais. Alors, c'est un premier pas, hein, mais peut-être que s'il y avait une revalorisation des honoraires sur la profession, ça ne viendrait pas, entre guillemets, jouer que sur les petites, mais ça redonnerait un peu de peps hein, aux différentes mentalités.
Alors mécaniquement, il y a des baisses de trésorerie au niveau des structures. Aujourd'hui, vous savez, il y a un effet purement conjoncturel qui est à la sortie de l'été, qui est globalement la pointe basse des trésoreries en fait des pharmacies. On a des phénomènes assez nouveaux avec des gens qui sont en difficulté au bout d'un an ou 2 ans d'installation. Alors c'est rare, hein, attention, hein, c'est pas la grande majorité, mais on a ces sujets-là, alors qu'historiquement, ceux qui sont en difficulté, c'est plutôt, si jamais ils le sont, 4e, 5e, 6e année. Pourquoi pas après? Parce qu'après, on a l'arbre, entre guillemets, de restructuration de l'emprunt. Il me reste plus que 50 capital restant dû, bah, je vais le réétaler sur 10 ans et puis ça va aller. Et avant, au tout début de l'installation, généralement, on n'a pas de difficulté. Donc, on a des cas, effectivement, au bout d'un an, 2 ans d'installation, on est déjà en difficulté, en discussion avec le banquier, mais encore une fois, avec des latitudes qui sont ultra faibles. Et donc, ces sujets de trésorerie, il faut évidemment être assez vigilant. Alors, on a évoqué déjà les causes, mais pardon de réinsister. On a en fait des augmentations des frais généraux. C'est assez systémique sur les frais généraux. On est autour de 13% sur 3 ans. Moyenne nationale, c'est plus marqué. Hein. Sur le plan national, on est plutôt autour d'1%. Donc, c'est évidemment des tendances haussières et surtout, derrière, les frais de personnel. Donc, on voit ça se tasse hein, sur les statistiques du pharma. Là, on est à plus 1,74%. Ça représente en local 43 000 euros. Je rappelle qu'en gros, c'est un préparateur temps plein. Pour vous donner un ordre d'idée de quoi on parle sur l'évolution, ce qui est quand même énorme. Alors, il y a quand même un tirant de soleil quand même. Là, je vais essayer. Sur le marché de l'emploi, ça se détend pour 2 raisons. On revient un petit peu en arrière. On est en 2020, il y a du Covid. Donc, on embauche beaucoup, on assèche le marché. Et puis après le Covid, à la fois on est fatigué, donc on veut se reposer un peu. Puis on a fait du Covid, donc on a quand même eu des revenus en fait tirés du Covid qui nous permet de pouvoir le gérer. Et donc, et puis deuxième chose, on sait qu'il n'y a personne sur le marché de l'emploi, donc on va garder peut-être un peu plus d'équipes qu'on aurait besoin, parce que comme ça, s'il y en a un qui est malade chez nous, on va pouvoir l'assumer et on va pouvoir le gérer. Et donc, entre guillemets, les pharmacies étaient un petit peu surtoilées. Et puis, on est arrivé pour présenter des bilans, pour dire attention, attention, on a quand même des masses salariales qui explosent, hein, d'accord? Et attention, attention, parce que ça correspond en fait à des sommes qui sont assez importantes dans des revirements à un moment donné de conjoncture. Et donc aujourd'hui, dans le contexte où on est aujourd'hui, vers des replis de rentabilité, on a des gens qui sont évidemment des pharmaciens titulaires qui sont plus regardants au niveau de leur charge de personnel et qui relâchent des équipes parce que, évidemment, c'est un levier en fait d'économie. Et donc, on a sur le marché des gens qui n'étaient pas là il y a encore quelques années. Deuxième effet, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, si on ferme en fait des structures, bah, mécaniquement, il y a des gens sur le marché aussi. Hein. Et donc, pour ces 2 raisons-là, aujourd'hui, en fait, on a plus de gens sur le marché. Je le sens aussi côté pharmacien assistant, puisqu'en fait, certains ont fait le choix de se dire je vais faire des remplacements à droite à gauche dans l'idée de m'installer, ça va me permettre de pouvoir vite réagir si avant des choix de m'installer. Et ben, ils ont plus de mal aujourd'hui à trouver des remplacements dans vos structures qu'ils ne trouvaient en fait il y a encore quelques mois. Et l'effet est aussi marqué chez les préparateurs, évidemment moins. Il est particulièrement au niveau des assistants, et vous savez qu'il y a un certain tropisme. Lille et sa métropole, on est toujours un peu précurseur. Ensuite, ça vient dans le Pével, dans les Web, les Flandres, le littoral, le bassin minier, pour ensuite après finir au cœur en fait du Nord, enfin au fond du Nord derrière Maubeuge, et puis au cœur de l'Artois. Donc il y a forcément des effets en fonction des régions et là où vous êtes situé. Moi, j'ai vu une cliente la semaine dernière qui est entre Cambrai et Bapaume pour faire simple, et qui en fait m'a dit j'ai reçu une candidature spontanée, ça m'est pas arrivé depuis 10 ans. Magnifique quand même. Donc, ouais, c'était pour toi. Je savais que ça allait être sensible au Cambrésis. Bastien vient de Cambrai, toujours une petite tendresse pour cette ville. Donc on est quand voilà, il y a des signaux faibles à un moment donné qui se passent. Donc, si à un moment donné ça se détend, le coefficient de manière systématique et je ne bosse pas le mercredi ni le samedi et je finis à 16h. Et si vous me reprenez mon ancienneté, c'est bien, on n'y est plus. Hein. C'est plus du tout aujourd'hui en fait l'écosystème de l'embauche. C'est important de l'avoir en tête et je vais vous y sensibiliser.
Bon, moi, j'ai un client qui, dans la foulée, m'a dit « Ah, j'ai des coefs 600, donc je vais les licencier. » J'ai fait « Ah, de la malheureux. » Non, c'est pas le sujet, d'accord? Mais aujourd'hui, effectivement, on est dans un écosystème où, et encore plus, comme on disait, hein, si on a 4 ou 5 000 pharmacies qui vont fermer, il va encore avoir plus de gens sur le marché. Alors, ça veut dire donc vraisemblablement des coefs qui vont un peu se reprendre un peu. Bon, vous savez qu'il y a la nouvelle grille qui va arriver au mois de novembre. Et puis, je viens un peu pondérer ce que je dis aussi, parce que vous savez bien que les nouvelles missions, bah, qui les font, bah, c'est les assistants et ils coûtent plus cher que le PrEP ou la préparatrice. D'accord? Donc, on est quand même sur des enjeux où demain, qu'est-ce qu'on va pouvoir sortir de ça? Je pense, moi, un tassement à un moment donné des masses salariales, mais il y a tellement en fait de lignes qui peuvent opérer. C'est les évolutions en fait de la convention, les missions. Demain, en fait, l'équipe type entre guillemets pour pouvoir assumer les missions du pharmacien telles qu'elles sont aujourd'hui. Enfin, on a beaucoup d'enjeux qui font que derrière, bon, à voir. Mais en tout cas, il y a moins de problèmes pour embaucher. Je vous le dis quand même, par rapport à ce qu'on a vécu sur les hauts ou bas mots les 6 dernières années, quoi. D'accord? Alors, Bastien l'évoquait, un baisse de rentabilité, je vais avancer parce qu'on l'a déjà dit, 17 000 euros, on va arrêter de le dire parce que ça ne fait pas du bien. Euh, donc ça, pour ceux qui étaient déjà là, on les avait déjà présentés en fait au mois de mai, c'était un petit peu partir de certains constats et pour ensuite après voir sur le plan de la trésorerie ce qu'on pouvait éventuellement faire. Euh, le stock, je l'équilibriste. Ah, mais vous avez trop de stock, baissez votre stock, vous aurez de la trésorerie. Ah ouais, mais il y a des manquants. Hein, fait comment? D'accord? Donc compliqué. On a ensuite après les créances clients, là vous le voyez statistiquement qui progressent, c'est aussi lié aux produits chers, très clairement. Et après, vous avez de manière générale pu éventuellement jouer sur les délais fournisseurs avec votre grossiste en disant bah, je le paye en fait à 10 jours, je vais faire 20 jours, je vais faire 30 jours, etc. Qui permet à un moment donné de pouvoir récupérer la trésorerie. Alors, je vais faire la caricature, je suis pharmacien, j'ai des problèmes de trésorerie, donc je vais demander un découpage à mon grossiste, et puis ça va aller mieux, puis après ça va plus aller mieux. Donc je vais demander peut-être un découvert bancaire au banquier, puis ça va aller mieux, puis ça va pas aller mieux. Puis à un moment donné, après, à ce moment-là, peut-être que je vais échanger avec mon expert comptable, sauf qu'à ce moment-là, en fait, il est un peu tard puisque les deux exemples que j'ai donnés, ce sont des solutions qui sont conjoncturelles, qui permettent pendant un temps d'aller mieux, mais qui ne traitent pas forcément un sujet qui est, lui, structurel. Et pour traiter un sujet structurel, il faut avoir des solutions structurelles. Et les solutions structurelles, c'est quoi? Bah, à un moment donné, oui, on a peut-être été un peu plus cigale par le passé, bah, soyons fourmis. Et oui, il faut peut-être regarder un peu ces charges externes, même si Bastien l'a dit, c'est pas là-dessus on va faire les plus belles économies, c'est évident. On travaille sur sa masse salariale. Et aussi, parce que c'est pas un tabou, il faut savoir le dire, aussi potentiellement aussi travailler sa rémunération. Parce qu'à un moment donné, bah, si la pharmacie va moins bien et si c'est tendu, bah oui, c'est un levier structurel qui permet à un moment donné de pouvoir ramener des équilibres au niveau des structures pour celles qui en ont besoin. Il y a aussi le sujet de l'apport. On peut très bien aussi apporter les soins à sa structure pour lui permettre à un moment donné de tenir, mais là encore, ça va tenir qu'un temps, puisqu'il faudra à un moment donné mettre en place des sujets qui sont structurels. On a parlé du travail sur le besoin en fonds de roulement, c'est le stock, les clients et les fournisseurs. La restructuration de l'emprunt, c'est structurel par nature. Je réétale ma dette bancaire et donc du coup, bah forcément, j'ai des mensualités qui sont plus faibles. Encore une fois, avec des taux d'intérêt plus forts, ça me coûte plus cher. Mais sur un plan de la trésorerie, ça me permet d'adoucir. N'oubliez jamais, on vit par la trésorerie, on vit pas par, on meurt pas par le coût. Hein, une société qui dépose son bilan, c'est une société qui a plus assez de trésorerie pour payer ses dettes. C'est pas une société en fait qui a des sujets de coût. D'accord? Ensuite, après, donc, retenez vraiment que ces solutions-là sont court terme et transitoires. Ça nous permet de gagner du temps pour se poser, pour poser les sujets, pour ensuite, après, apporter des solutions. D'accord? Et donc, c'est important de l'avoir en tête. Et évidemment, le sujet de la mutualisation des achats, c'est depuis bien longtemps, évidemment. Et le sujet des prix est aussi très important. On a eu de cesse dans les périodes inflationnistes qu'on a vécues post-Covid, ça a duré à peu près un an, enfin, un an et demi, 2 ans, de vous dire attention à vos prix, de répercuter à un moment donné les augmentations que vous subissiez pour préserver à un moment donné justement les marges.
Alors, ça va? Oui? Sûr? Pour ça, on a démarré par le champagne au départ et tout ça, et puis En tout cas, aujourd'hui, en fait, ce qu'on montre sur les chiffres, c'est un constat, c'est une moyenne. Aujourd'hui, en fait, on parle forcément plus facilement là de dire bah oui, c'était compliqué, la trésorerie. C'est loin d'être la totalité en fait de nos clients et de notre accompagnement. On reçoit pas de ça en fait à longueur de temps. C'est juste qu'il faut avoir conscience que de manière systémique, on a une baisse de rentabilité. Maintenant, comme en fait les officines se renforcent un petit peu les unes avec les autres en fait progressivement, elles ont aussi plus de capacité en fait à faire face à ça. Et donc on va forcément pointer du doigt celles qui n'ont pas ou peu de solutions. Maintenant en fait de manière générale, les officines en fait et les officinaux que vous êtes, ils n'ont pas attendu en fait de voir que ça allait un peu moins bien. Ça fait des années qu'on dit la pharmacie ça va un peu moins bien et pour autant ça va quand même. Je veux dire le discours, il est oui, ce qu'on nous annonce aujourd'hui, c'est a priori une baisse en fait demain. Maintenant, je pense que ça fait en fait 20 ans, 30 ans en fait que tous les ans, même si là c'est un peu plus violent cette année, il y a des discours qui peuvent être négatifs. Et aujourd'hui, on présente encore beaucoup de bilans dans lesquels en fait on a des progressions, dans lesquels en fait on a notamment en fait dans des reprises des très très belles histoires. Il ne faut pas entre guillemets avoir un tableau qui est tout noir. Il faut juste avoir dans les cas de figure des pharmacies qu'on a peut-être un peu ciblées aujourd'hui, on va pas mettre une cible dans le dos, des questions, des échanges en fait sur quelle est la solution appropriée. Il y a des officines en fait pour lesquelles ça ira peut-être un poil moins bien, mais bon, ça va quand même. Et puis en fait, il y a des solutions. Dans la majorité des cas, celles-ci ont fait partie, mais c'est des solutions pour gérer l'endettement. Encore une fois, quand il n'y a pas d'endettement, il y a moins de soucis. Et même si, Louis le disait tout à l'heure, économiquement, les nouvelles missions. Économiquement, les nouvelles missions actuellement, en fait, elles ne sont pas rentables, comme des fois on dit, voilà, parce que le temps passé des équipes, du pharmacien, des rendez-vous et machin, maintenant on n'arrête pas de pousser nos clients à les faire, parce qu'en fait, si vous ne les faites pas, vous, pharmaciens, d'autres les feront à votre place. Et puis on voit quand même que les nouvelles missions, la vaccination, tout ça, ça marche. Je veux dire, ça amène quand même des gens dans l'officine, ça amène à avoir des points de contact. Et donc, maintenant, demain, ça sera la valorisation de ces missions qui sont demain. Mais si vous ne les embrassez pas, c'est sûr qu'en fait, ces relais de marge, même si c'est 4 000 euros, 4 000 euros, ça va peut-être gommer les augmentations qu'on aura en face. Donc oui, on va travailler peut-être un peu plus pour la même chose. Mais dans beaucoup de professions, c'est comme ça. Donc, faut aussi remettre un petit peu chose. L'évolution du métier du pharmacien, elle est quand même attractive. C'est juste qu'en fait, aujourd'hui, entre les pouvoirs publics qui disent bah, on va vous mettre plein de missions parce que on va vous mettre plein de missions parce que c'est super ce que vous faites et justement on n'a plus de médecins donc en fait on compte sur vous pour faire toutes ces missions de dépistage et de premier secours et puis à côté de ça les messages envoyés sur la marge ils sont dégueulasses donc en fait on est un peu à mon avis au milieu du gué en tout cas on espère que demain que les pouvoirs publics qui sont en charge des comptes de la Sécu ils travailleront sur d'autres professions que sur la pharmacie pour améliorer les comptes de santé. Mais bon, ça, on n'en sait strictement rien. Donc voilà, je voulais juste rajouter quand même pour avoir un petit mot quand même positif parce que en fait, c'est sûr que si on se dit ça, bon bah oui, on va faire moins bien cette année, puis moins bien l'année prochaine, tout ça. Bon, en fait, on est loin d'avoir entièrement ce constat-là en fait sur nos clients. Mais c'est bien quand même d'avoir en fait un moment, un regard. Pour l'anecdote, l'un des premiers clients suivis par SSA en pharmacie était installé en 1945. Il avait déjà dit à l'époque que la pharmacie, c'était un. Donc, ça dure longtemps. Donc, évidemment que
on est sur une tendance. J'ai évoqué tout à l'heure hein, avec les coupes WhatsApp, etc. Et un contexte qui est anxiogène par nature. Si beaucoup, c'est évidemment pas la majorité. Et demain, les jeunes, c'est important aussi de leur faire comprendre ça parce que, encore une fois, moi je suis pas installé, je suis un jeune, ben, ok, c'est moins rentable, le prix baisse, et ça va aller du coup. Ça reste rentable, ça, parce que c'est moins rentable, mais ça n'est pas rentable. On génère 208 000 euros de PIB. Ok. On va finir sur comment dire, un truc qui est un peu plus technique, qui va vous sembler assez loin, peut-être lointain pour certains, mais qui va avoir une importance cruciale. Et nous, dont on évoque depuis des semaines et des semaines, en fait, des années, parce que ça va être un vrai changement de paradigme. Et c'est Mathieu, donc l'expert comptable stagiaire associé du cabinet, qui va vous présenter. Certains le connaissent déjà parce que je travaille beaucoup avec Mathieu et donc il peut. Enfin, lui c'est moi et moi c'est lui. Donc, si vous avez un message de Mathieu ou de moi, on travaille un petit peu en binôme. Et donc Mathieu va vous parler des plateformes agréées qui est liée en fait aux réformes de la facture électronique. Mathieu. Merci Louis, ça va simple. Bonsoir à tous. Mathieu Desquin. J'espère que vous avez un peu de temps, pas une heure environ, ça devrait le faire. Là, on ne parle plus trop de chiffres, on parle en effet, alors c'est pas forcément technique, mais c'est quelque chose qui est important, notamment dans votre profession. Et donc, on va y venir en quelques slides pour pas rentrer dans le détail. Alors, FTC a organisé plusieurs éléments pour vous sensibiliser là-dessus pour l'ensemble de notre clientèle, pas que les pharmaciens, on va se concentrer que sur les pharmaciens. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on entend par plateforme agréée? Tout simplement, en fait, vous êtes concerné. Tous les pharmaciens sont concernés, il n'y a pas d'exception. Ça se traduit comment? Ça se traduit par des échanges de factures. C'est le seul sujet principal qui est concerné par la facture électronique. Non pas sous forme d'un PDF comme vous pouvez rencontrer aujourd'hui, mais sur un format bien spécifique. L'idée qu'il y a derrière tout ça, que vous l'avez compris, parce qu'on parle à la fin d'une plateforme notamment gratuite qui était proposée par les impôts qui n'est plus. L'idée derrière, c'est de répondre avant tout à un besoin de la Direction générale des finances publiques. Mais vous allez voir que au-delà de l'obligation, il y a aussi et probablement un intérêt pour vous. En gros, il y a un calendrier qui est en deux stades. À votre échelle, il y a une échéance qui est septembre 2026. Quand on vous parle de la pharmacie demain, c'est demain. Donc, pour septembre 2026, vous allez tous avoir l'obligation d'avoir cette plateforme autorisée, la PA, qui est, avant vous avez dû entendre parler de la PEP, c'est la même chose. Vous allez devoir recevoir sur cette PA une boîte aux lettres, clairement, toutes vos factures, sous ce nouveau format. Ça, c'est septembre 2026. Septembre 2027, vous allez devoir envoyer toutes vos données issues de votre LGO, grossièrement, sur cette plateforme-là. Il y a un décalage, vous allez être. La plus grosse obligation concerne pour vous septembre 2027. L'annuaire, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui se sont recensés en fait, sur la plateforme, enfin sur l'annuaire qu'a mis en place la DGFiP. Et aujourd'hui, on compte un peu plus d'une centaine d'acteurs PA qui se sont inscrits et qui sont en cours de test pour être adhérés. On va venir un peu plus en détail après sur ceux qui vous concernent. On a voulu en fait aujourd'hui vous en parler parce qu'il y a une petite vigilance quand même qui est à avoir. La première, c'est qu'aujourd'hui, personne ne peut dire aujourd'hui je suis officiellement PA parce qu'ils n'ont pas passé les agréments nécessaires pour l'avoir. Ça va arriver courant depuis 2026. Bon, vous avez compris la échéance de septembre. Les formats aujourd'hui sont encore en évolution, parce qu'il n'y a rien qui s'est stagné. Le marché aujourd'hui, donc on vous a dit, compte beaucoup d'acteurs. Certains prestataires sont plus offensifs que d'autres. On va en parler d'un en particulier. Il y a déjà des contrats qui ont été proposés. Vous avez peut-être été rapprochés, vous avez peut-être signé quelque chose. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas définitif. Toujours la possibilité de revenir sur votre décision. Donc, bien évidemment, en fait, le choix, ce n'est pas dans l'urgence. L'idée, vous l'avez compris aujourd'hui, quand on vous en parle aujourd'hui, derrière, on essaie de prendre soin de vous, c'est de vous conseiller le mieux possible. Et pour ça, en effet, vous allez voir prochainement, notamment des communications qui vont être faites par le cabinet. Comme on l'a rappelé au début, vous êtes forcément, comme je tableau de bord du format, vous êtes noyé, en fait,
dans les mails informations. Mais l'idée qu'il y a derrière ça, en effet, c'est de vous proposer un accompagnement en vous disant, bah, OK, puisqu'aujourd'hui, vous nous faites confiance pour la tenue, divers conseils, c'est aussi de nous faire confiance dans cette prise de décision. Et donc, on vous enverra notamment un projet de mandat où vous donnez l'autorisation sur le choix de CPA. DigiPharmacy. Si vous en avez jamais entendu parler, c'est pas normal. Je pense que vous avez tous des super collaborateurs chez XCC qui vous en ont parlé et qui vous l'ont mis en avant. Aujourd'hui, c'est un acteur qui est le plus représentatif sur le secteur de la pharmacie. Il compte 17 000 officines en France. Il travaille déjà beaucoup avec les pharmacies qui sont chez ACC. Et donc, naturellement, il s'est positionné comme cette fameuse plateforme autorisée. On les a rencontrés récemment parce qu'ils ont forcément présenté leur plateforme, notamment CGP s'est déplacé à Paris pour voir un petit peu ce qu'ils proposaient, et notamment, vous allez avoir tout ce qui est ici à droite, dans la scène. Ce qu'il faut retenir pour vous, je pense que vous vous en fichez du format, de est-ce que ça va répondre, ça va répondre, ça va le faire. Ça va répondre à toutes les exigences. Le vrai intérêt, c'est ici. Et en fait, c'est certain, ça. La plupart des LGO vont proposer ces choses-là. Ce que nous montre aujourd'hui DigiPharmacy, alors comprenez bien, aujourd'hui, on ne fait pas, le but n'est pas de faire de la publicité, on n'est pas actionnaire de DigiPharma, malheureusement. C'est qu'aujourd'hui, en effet, c'est un acteur qui est omniprésent sur le marché et qui aujourd'hui, quand on voit ce qu'il propose, notamment sur ces 2 derniers points, personne d'autre le propose parce qu'en effet, chaque PA ne peut pas proposer sa spécialité. Et aujourd'hui, celui qui propose des outils les plus intéressants, c'est cela. Donc, quand on parle de suivi de remise ou de suivi de la trésorerie, concrètement, ils ont montré des modules. Plus tard, on fera éventuellement, en effet, du détail sur ces modules-là, mais qui sont assez bluffants sur le pilotage de notre officine. Que ce soit sur le suivi des remises, des prix, de la remontée automatique dans votre LGO, que sur le suivi de votre trésorerie au jour le jour. En effet, oui, ça je voulais dire. Non, je voulais juste en fait, aujourd'hui en fait, DigiPharmacy, ils ont un modèle qui est mort. En fait, aujourd'hui, ils ont fait de l'intégration de factures. Aujourd'hui, en fait, DigiPharmacy, ils viennent récupérer des factures, ils les mettent dans un collecteur, ils vont dans vos coffres-forts et ils récupèrent les factures. Aujourd'hui, en fait, avec la facture électronique, en septembre 26, tout ça, c'est fini. Je veux dire, il n'y a plus aucune collecte. Toutes les factures, en fait, seront digitalisées. Donc, en fait, même si aujourd'hui, vous dites, bah, moi, quand j'irai dans mon DigiPharmacy, c'est pareil, j'aurai mes factures. Sauf qu'en fait, elles ne rentreront plus du tout dans le même canal. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la facture électronique va faire qu'on choisisse DigiPharmacy, CGDIM, Tartampion ou je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, il y aura des protocoles informatiques qui vont faire que n'importe quelle facture, en fait, va arriver à l'endroit qu'on décide dans lequel il arrive. Aujourd'hui, DigiPharmacy, de par le fait qu'ils ont le pied dans plusieurs officines, dans beaucoup d'officines, et nous, on a travaillé avec eux et on l'a plutôt plébiscité parce qu'en fait, globalement, les clients en étaient contents et nous, dans la relation, on en était contents. Maintenant, aujourd'hui, ils repartent à zéro sur, en fait, un protocole. Aujourd'hui, ils ne vont pas faire différemment la facture en fait électronique. Ce ne sera pas différent chez Digi qu'ailleurs. La spécificité là, c'est que c'est une plateforme qui est spécialisée en fait pour la pharmacie. Maintenant, il y en aura d'autres. Aujourd'hui, nous, on travaille jusqu'au septembre 2026 avec DigiPharma. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, en fait, tous ces trucs-là, ça sera des choses en fait qui seront payantes. Hein. Donc aujourd'hui, le modèle en fait économique de ces boîtes-là, faut savoir que DigiPharmacy, ça a été racheté par Wellcop. Wellcop, c'est GPI. Aujourd'hui, c'est un peu tout dans le même panier. On aura le chiffre d'affaires, les ventes, les achats, la banque, et on sent bien que les acteurs en fait essayent de se positionner sur sur quelque chose. Très honnêtement, je pense qu'il y a 90% d'entre vous,
vais pas dire qu'ils s'en foutent, mais aujourd'hui, en fait, c'est pas votre sujet de la manière dont on récupère, en fait, à terme les factures et par qui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Et Mathieu l'a dit tout à l'heure, on va vous faire signer un mandat qui va, entre guillemets, nous dire qu'on va choisir, en fait, la PA, en fait, à votre place. Parce que qui est-ce qui va gérer le flux de factures? C'est nous. Hein, je veux dire, le sujet, en fait, c'est plus de quelle manière on va acquérir telle ou telle chose. Il y a de fortes chances qu'on soit une pharmacie, parce qu'en fait, la collaboration, en fait, est bonne. Mais en fait, demain, si jamais, en fait, il y a d'autres acteurs, parce qu'il y a d'autres acteurs et nationaux qui sont bien plus importants que Digipharmacie, en fait, demain, peut-être qu'on dira, finalement, Digipharmacie, ça ne fait plus le job, ou alors on estime que votre indépendance, elle est moyennement assurée dans un produit comme celui-là, parce qu'aujourd'hui, finalement, tout le monde essaye de mettre un peu tout sous le même toit, et demain, si on est SmartRx ou WinPharma, peut-être qu'on n'aura pas en fait les mêmes possibilités chez Digi que si on est LGPI, et nous, on n'a pas vraiment envie d'avoir des partenaires en fait qui obligent en fait de choisir de faire tel ou tel choix. Ouais. Ouais. Exactement. Il ne faut pas WinPharma ou SmartRx, ça fait excès de. Ah non, sauf qu'en fait, il y a deux choses. Il y a le LGO. En fait, là, ce qu'a dit Mathieu, c'est que 2026, c'est la réception, 2027, c'est l'émission. Et en fait, en 2027, dans la facture que vous allez émettre, en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que le PDF, on aura l'impression que c'est un PDF, mais en fait, à l'intérieur du PDF, il y aura toutes les lignes de facture qui seront codées. Et en fait, tout le monde aura toute l'information. Donc, tout le monde, tous ceux qui intégreront. Et donc, le but pour ces gens-là, c'est de maîtriser votre donnée. Hein, et donc, et c'est pour ça que je me permets, comme je l'ai fait tout à l'heure avec Mathieu, parce que c'est sûr que sur le principe, l'outil, il est bien. Je veux dire, on ne va pas revenir sur l'outil est bien. La problématique, c'est que demain, il est bien, puis il se revend à quelqu'un, il revend à quelqu'un, et c'est quoi le but? En fait, qu'est-ce qu'ils vont chercher ces gens-là demain? Si demain, ils maîtrisent entièrement vos achats, vos ventes, vos machins, derrière, en fait, ils vont vous dire, tu sais, ça serait bien que tu sois tel groupement, puis après, ça serait bien qu'en fait, on ait tel réseau, et puis ils intégreront en fait une ligne qui sera complète, et on n'a pas envie demain d'avoir en fait des logiciels qui soient trop restrictifs ou qui nous obligent, entre guillemets, à que vous ayez du partage d'informations. Mais bon, aujourd'hui, que vous soyez Office Santé, Osparm, au GERS, au machin, vous avez signé, beaucoup d'entre vous, déjà des choses qui font que les gens ont vos stats, ont vos données, ont vos data. Donc en fait, c'est juste que là, on pourra tout retrouver au même endroit. Alors eux, ils disent, c'est super parce que vous allez pouvoir suivre vos remises ligne par ligne, ceci, cela. Mais n'empêche, eux, ils vont vendre votre donnée. Parce que eux, en fait, ils auront l'information de tous les clients qui sont là. Ils ont acheté exactement tous à tel prix, telle molécule. Et donc, en fait, le problème d'aujourd'hui, on va refermer cette page data parce qu'après, on pourra en parler longtemps et puis je pense que ça n'intéresse pas tout le monde. C'est un vrai sujet demain de maîtrise de la donnée et de confidentialité de la donnée. Et je pense que des plateformes comme ça peuvent avoir tout à fait l'autorisation et ils le feront, ils le seront de toute façon, puisqu'ils sont bons, il n'y a pas de sujet, ils seront PA. Maintenant, est-ce que l'évolution des produits fera que ça maintienne une certaine indépendance et que vos données, elles ne soient pas là où vous n'avez pas envie que vous soyez? Ça sera un autre sujet. Moi, je pense qu'il faut avoir des options en disant, moi, j'envoie mes factures là-dessus, je reçois les factures, et tout ce qui est remis, j'interdis à Digipharma d'y toucher, de mouliner sur mes factures. Il est propre, il renvoie, tac, mais il mouline pas une facture. L'idée que vous énoncez là, en effet, c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on vous propose de faire le mandat. C'est-à-dire que si en effet la plupart de nos clients pharmaciens remontent cette idée-là en disant moi je ne veux pas avoir ce module-là, je ne veux pas transmettre cette idée-là, bien évidemment que quand on les rencontre sous la bannière CGP. Donc au-delà de représenter nos clients pharmaciens mondiaux, on les représente dans une grande partie de la France. Donc forcément, quand on leur soumet et demande l'amélioration de modification, ils les écoutent. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous en parle déjà pour vous dire, déjà, 17 ans et 26, c'est demain, et c'est aussi de vous dire, les acteurs, ils sont multiples. Vous allez en avoir beaucoup en banque aussi. Les banquiers vont commencer, si ce n'est pas déjà le cas,
à vous dire, venez sur ma plateforme. C'est pour ça qu'on vous dit, patientez, parce que vous avez de tout et de n'importe quoi. Et l'autre chose, en effet, on parle de Digi. Digi, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le sujet quand il le présente, mais les autres plateformes, il y a d'autres enjeux, notamment bancaires, où en fait, clairement, l'enjeu, ils s'en fichent d'avoir les facturations de pilotage. L'enjeu, il est plutôt d'avoir vos flux bancaires. Et donc là, c'est là où, en effet, ils vont faire peut-être des solutions bas prix, voire gratuites. Mais en fait, derrière, l'idée, c'est d'avoir vos flux bancaires pour eux se rémunérer là-dessus. Donc, il n'y a pas de solution miracle où vous allez pouvoir protéger toute votre data, protéger votre trésorerie. Parce que bon, en fait, par rapport à ce que vous êtes présent en face, bien évidemment, ça ne va pas vous réduire vos charges. Il va y avoir un coût. Maintenant, il faut le voir aussi d'un autre point de vue, c'est des choses que vous n'allez plus faire manuellement. Il faut le voir aussi comme ça. Bref, fermons la parenthèse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, on ne maîtrise pas complètement ce qu'il va y avoir sur cette partie-là. Nous, en tout cas, on y passe du temps parce que on pense que c'est un enjeu majeur pour nos clients, mais on va être très égoïste, c'est un enjeu majeur pour nous. Aujourd'hui, la donnée, c'est important et le traitement de la donnée, c'est important. Aujourd'hui, on sait qu'on va avoir de l'intelligence artificielle, on sait qu'on va avoir des données un peu de partout. Il faut qu'on choisisse en fait les bonnes personnes avec qui travailler pour pas qu'on ait trop d'intermédiaires qui se mettent entre la poire et le fromage et puis qui mettent leur nez là où ils n'ont pas, entre guillemets, vocation à l'aide. Donc, nous, on sera de toute façon là pour vous guider et pour vous accompagner en fait pour que on choisisse ensemble les bons interlocuteurs et les bons intermédiaires. Voilà, on a déjà fait un petit peu la conclusion, ou en tout cas les quelques mots tout à l'heure. Moi, je vous propose, entre guillemets, qu'on aille plutôt échanger autour d'un verre, et puis de petites choses à manger. Et donc, voilà, comme ça, on pourra répondre à vos questions et puis échanger de manière plus conviviale. Merci beaucoup.